Alors, la médecine améliorative ou la recherche d'un homme protégé. Alors, on connaît tous le proverbe ancien mieux vaut prévenir que guérir. Et ce proverbe trouve en médecine une de ses applications les plus répandues, puisque la prévention, c'est un objectif affiché, incontesté et régulièrement réaffirmé de santé publique. Et c'est aussi un des rôles impartis aux professionnels de santé. Donc, j'ai mis les références textuelles dans le partage d'écran. Alors, évidemment, la plupart des mesures de prévention ne relèvent pas véritablement de la médecine améliorative dont il est question ici, puisque souvent, il s'agit de conseils hygiéno-diététiques ou de dépistage. Mais il existe aussi des possibilités d'intervention active de nature médicale sur le corps, destinées à le modifier pour le protéger préventivement des pathologies. Et dans ce cas-là, on passe bien à une forme de médecine améliorative. Alors, on va se concentrer ici sur cet aspect que je vais désigner par les termes médecine de prévention. Alors, d'une manière générale, ces interventions ne sont absolument pas exclues par le droit. L'article 16-3 du Code civil autorise les atteintes à l'intégrité du corps en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Et on peut souligner que ces termes ont remplacé en 1999, aujourd'hui c'est en cas de nécessité médicale, et les mots nécessité médicale ont remplacé depuis 1999 les termes nécessité thérapeutique, précisément pour lever les doutes qui pouvaient exister sur l'intégration des actes de prévention parmi ceux autorisés par l'article 16-3. Donc ça, c'est pour les interventions. Alors, s'agissant de la recherche, eh bien, il n'y a aucun obstacle de principe à ce que des recherches impliquant la personne humaine portent sur de la prévention, puisque les recherches peuvent viser à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. On retrouve le mot améliorer ici. Et même s'agissant des recherches les plus encadrées, à savoir celles qui portent sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, elles peuvent être menées entre autres conditions lorsqu'elles s'inscrivent dans une finalité médicale. Et rien ne permet de penser que la prévention ne puisse pas s'inscrire dans une telle finalité. On peut donc constater que la médecine de prévention est finalement une forme de médecine améliorative qui n'est pas exclue par le droit, et c'est peut-être même la première. Et sous cet angle, l'étudier peut constituer une piste intéressante pour comprendre l'accueil que l'on réservera peut-être demain aux autres formes de médecine améliorative plus récentes et les conséquences qui en découleront. Alors, je vais d'abord exposer les conditions du recours à différentes interventions de médecine de prévention avant de chercher à comprendre quels enseignements, quelles leçons on peut tirer quant à l'avenir de la médecine améliorative et de l'évolution de l'humanité. Alors, voyons donc d'abord les conditions du recours à différentes interventions de médecine de prévention. Alors, les conditions du recours à la médecine de prévention vont varier selon le procédé envisagé et on va revoir les modalités d'encadrement de 3 pratiques, la vaccination préventive, le diagnostic préimplantatoire et certaines modifications du génome. Alors, d'une part, donc, la vaccination préventive. Alors, en France, la première vaccination obligatoire, elle date de 1902, c'était la variole. Et depuis, l'obligation vaccinale n'a cessé de croître. Elle a notamment récemment été étendue de façon importante, puisque depuis 2017, il y a 11 vaccins obligatoires. Et à ces 11 vaccins s'ajoutent d'autres obligations vaccinales applicables à différentes conditions en fonction de la profession, du territoire ou du milieu de vie. Alors, j'ai juste mis un exemple que vous voyez sur l'écran. C'est l'article tout en bas, là, le 3111-4 du Code de la santé publique. Il faut d'emblée souligner un élément frappant. On est ici en présence d'un acte médical et il ne répond pas complètement aux exigences habituelles d'un consentement libre et éclairé, puisqu'il fait au contraire l'objet d'une obligation. Et cette obligation a donné lieu à de nombreuses contestations devant les juges sans succès.
Alors, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il a estimé dans une décision du 20 mars 2015 qu'il était loisible aux législateurs de définir une politique de vaccination pour protéger la santé individuelle et collective et qu'il n'appartenait pas au Conseil constitutionnel de remettre en cause ses choix dès lors que les modalités n'étaient pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Ensuite, le Conseil d'État s'est également prononcé sur cette question. En 2019, il s'est positionné dans la lignée du Conseil constitutionnel. Et puis, très récemment, la Cour européenne des droits de l'homme, en grande chambre, dans une décision du 8 avril 2021, a eu l'occasion de se prononcer également sur la question des obligations vaccinales. Et elle a estimé que les obligations qui existaient en République tchèque ne violaient pas la Convention, compte tenu notamment de l'importance d'une large couverture vaccinale pour parvenir à une protection collective. Il ne fait donc aucun doute que la vaccination préventive est largement encouragée par le droit et plus encore, la vaccination obligatoire est de droit positif en France pour un certain nombre de vaccins préventifs. Cela ne heurte aucune règle supralégislative et l'étendue de cette obligation a tendance à s'étendre. Et à cet égard, je voulais préciser qu'en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, une obligation de vaccination prenant différentes formes selon les situations, on peut penser notamment aux soignants, n'est pas exclue, selon le comité d'éthique, dans un avis récent, n'est pas exclue pour des raisons éthiques ou juridiques, mais simplement pour l'heure, en raison du faible approvisionnement et des incertitudes évolutives. Alors, si je reviens d'une façon plus générale sur l'obligation vaccinale, en ce qui concerne l'objectif poursuivi, il s'agit dans des proportions variables, selon les vaccins en cause, de la protection des enfants ainsi que de l'ensemble de la collectivité. Et à cet égard, c'est la raison qui explique que les conséquences dommageables qui pourraient découler de la vaccination obligatoire sont prises en charge par la collectivité. Alors, maintenant, nous allons passer au diagnostic préimplantatoire. Alors, il en a déjà été question à plusieurs reprises depuis hier. Il est réalisé sur des cellules prélevées sur un embryon in vitro et il vise à trier les embryons pour utiliser uniquement ceux qui sont indemnes d'une pathologie. Il est autorisé depuis les premières lois de l'éthique de 1994 à certaines conditions. Alors, en particulier, je voudrais insister sur deux conditions, puisque ce sont deux conditions qui donnent lieu à débat. Il est réservé au cas de forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et seule cette pathologie prédéterminée peut être recherchée. Il y a aujourd'hui en France et depuis plusieurs années des hésitations quant à un élargissement du recours au DPI, principalement sous deux angles. Première hésitation, on s'interroge sur l'autorisation du dépistage de certaines prédispositions à des maladies à révélation tardive, donc notamment certaines formes de cancer héréditaire. Et ici, on s'interroge, mais on est face à des difficultés qui tiennent au fait que l'atteinte est alors probable, mais non certaine, puisque ce sont des prédispositions. Et l'incurabilité au moment de l'apparition de la pathologie est également incertaine, puisque c'est une pathologie à révélation tardive. La deuxième hésitation, elle porte sur le fait d'autoriser une sorte de criblage, c'est-à-dire de permettre de saisir l'occasion d'un diagnostic préimplantatoire d'une pathologie prédéterminée pour aller plus loin et en quelque sorte, tant qu'on y est, en profiter pour rechercher un ensemble d'autres affections graves et en particulier la trisomie 21. Alors ici, les difficultés, c'est qu'il y a un risque de dérive eugénique qui est quand même très important et il y a aussi le risque de stigmatiser un certain nombre de pathologies. Et ces risques conduisent à une prudence extrême. Alors, le sujet est revenu au moment du débat sur la révision de la bioéthique qui est en cours. Et finalement, l'extension du diagnostic préimplantatoire à la recherche systématique d'un certain nombre d'anomalies qu'on appelle les aneuploïdies, finalement, cette extension n'a pas été adoptée. Et donc, compte tenu de tous ces risques, le principe aujourd'hui, c'est toujours l'absence de liste préétablie de pathologies susceptibles de faire l'objet d'un DPI. Et c'est toujours également la règle selon laquelle la pathologie qui a conduit à prendre la décision du DPI
doit être la seule recherchée, ce qui exclut donc toute technique de criblage. Alors, cette autorisation encadrée du DPI, elle ne fait pas l'objet de contestation juridique. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est l'interdiction du DPI dans certaines situations qui a donné lieu à du contentieux. Alors, ce n'est pas du contentieux contre la France. C'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui date de 2012. Et la Cour était saisie de la législation italienne qui interdisait de rechercher une pathologie dans le cadre du DPI, mais qui autorisait de rechercher cette même pathologie dans le cadre du diagnostic prénatal pour ensuite éventuellement procéder à une interruption médicale de grossesse. Donc, la femme devait attendre d'être enceinte pour rechercher la pathologie. Elle n'avait pas le droit de procéder à cette recherche avant. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie en considérant que cette législation, de par son incohérence, donc vraiment la raison de la condamnation, c'est l'incohérence, donc cette législation, de par son incohérence, violait l'article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Alors finalement, sur le DPI, on peut constater que le droit pose clairement des limites, mais que la tendance pourrait être un élargissement, même s'il est clair que sur certaines pratiques, la prudence reste de mise. Alors maintenant, la troisième pratique sur laquelle je voulais repréciser les conditions d'encadrement, ce sont les modifications préventives du génome. Alors, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la possibilité de modifier le génome dans une optique de prévention et les questions, les débats que ça soulève, eh bien, cette possibilité, elle est venue à la connaissance du grand public, en tout cas en France, après la médiatisation de la naissance en Chine de 2 jumelles, après une modification de leurs gènes pour les rendre résistantes au virus du sida. Et cette nouvelle avait provoqué un tollé dans la communauté scientifique internationale et une réaction des autorités chinoises. Il est clair qu'il faut absolument distinguer 2 pratiques. D'un côté, celle consistant à modifier des cellules qui ne seront pas transmises à la descendance, c'est-à-dire à procéder à des modifications qui ne seront pas transmises à la descendance. Et de l'autre côté, la pratique consistant à modifier des cellules germinales qui pourront donc se transmettre et ainsi modifier la descendance. Alors, en ce qui concerne la première catégorie, qui touche donc aux cellules somatiques, eh bien, elle ne semble pas engendrer de débat éthique particulier. Au contraire, même, le comité d'éthique soutient ces modifications, il salue ces modifications. Le droit ne les interdit pas. Et selon l'article 13 de la Convention d'Oviedo, qui est à l'écran, ces modifications peuvent bien être réalisées pour des raisons préventives. La situation est très différente pour la seconde catégorie, puisque les modifications visant à modifier le génome de la descendance sont, elles, interdites en France. Et cette interdiction figure également dans la Convention d'Oviedo. Alors, finalement, on a une réticence, voire même une très nette opposition pour le moment aux modifications du génome, mais uniquement lorsqu'elles affectent les générations futures. On a même presque un consensus mondial contre ces modifications qui affecteraient les générations futures, compte tenu des incertitudes qui existent aujourd'hui quant aux conséquences. Alors, dans une deuxième partie, maintenant, je vais tenter de tirer les enseignements, les leçons de la médecine de prévention quant à l'avenir de la médecine améliorative. Alors, comme on l'a vu, sur le principe, la médecine de prévention a été admise sans difficulté et de manière presque évidente. L'exemple de la vaccination est ici particulièrement frappant puisque dans son principe, elle n'a jamais véritablement été considérée comme présentant un danger de dérive vers le transhumanisme. Et cet accueil n'a pas été réservé à la vaccination. On peut prendre d'autres exemples, alors notamment l'article 17 de la Déclaration sur le génome humain de 1997, qui précise bien, sans que ça ait donné lieu à des contestations particulières, que la recherche portant sur la prévention doit être encouragée. Pourtant, la médecine de prévention est bien une forme de transhumanisme, puisqu'elle vise à dépasser la condition naturelle de l'homme, qui est d'être vulnérable aux maladies. Et donc, elle vise à dépasser la condition naturelle de l'homme et donc à le débarrasser de ses vulnérabilités intrinsèques, ce qui est une forme de transhumanisme. Donc, la médecine de prévention qui vise à protéger et non à soigner d'une pathologie dont la personne souffre,
eh bien, c'est une forme d'humain amélioré. La médecine de prévention soulève pourtant les mêmes difficultés que l'ensemble des améliorations de l'humain que l'on envisage habituellement. Alors, on peut en identifier 5 et je vais les reprendre pour voir en quoi est-ce que ces dangers existent aussi pour la médecine de prévention et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se développer. Alors, premièrement, elle peut rendre l'humain dépendant aux technologies. La prévention peut conduire à réduire la recherche sur les traitements d'une pathologie et ou à ne pas prévoir une prise en charge adaptée et ainsi, elle peut rendre dépendant à la protection. Autrement dit, l'existence de possibilités de prévention risque d'accroître la vulnérabilité de l'humain non protégé. Deuxièmement, la perspective d'une humanité à 2 vitesses, avec le risque de stigmatisation et de discrimination qu'elle charrie, s'ouvre également avec la médecine de prévention. Alors là, il suffit de penser à tous les débats suscités par l'instauration du pass sanitaire lié à la vaccination Covid-19 pour effectivement se rendre compte que oui, la prévention peut conduire à une sorte, entre guillemets, d'humanité à 2 vitesses. Troisièmement, la médecine de prévention peut aussi présenter un risque important de dérive eugénique, une sorte d'eugénisme de seconde génération, et on peut penser ici en particulier aux DPI de certaines prédispositions. Quatrièmement, la médecine de prévention nous met bien face à l'éventualité de modifications irréversibles de l'espèce humaine à la suite de manipulations génétiques. Et enfin, le 5e risque que l'on retrouve dans la médecine de prévention, eh bien, c'est que la liberté de choisir la voie de l'amélioration pour chaque individu n'est pas réelle. L'exemple de la vaccination est ici le plus flagrant, puisqu'il y a fréquemment une obligation. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a que en matière de vaccination qu'il n'y a plus de liberté individuelle réelle, mais en fait, d'autres impératifs existent pour d'autres formes de médecine de prévention et existent aussi pour d'autres formes de médecine améliorative. Alors, par exemple, on peut avoir des considérations de coût qui peuvent conduire à inciter fortement à la prévention dans une logique de responsabilisation de chacun face à la ressource sanitaire et pour permettre un maintien du système. Et plus encore, l'injonction à la protection et demain à d'autres formes d'amélioration, peut-être plus générales et sociales. Il s'agit alors d'être suffisamment en bonne santé, productif et performant pour s'insérer dans la société. On peut donc estimer que les dangers mis en avant face aux perspectives d'hommes améliorés, d'humanité augmentée et de transhumanisme existent aussi en matière de médecine de prévention. Et pourtant, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que la médecine de prévention la plus ancienne, qui est la vaccination, n'a pas été interdite, au contraire. Elle a été encouragée au point de devenir la norme. On constate également que les modifications du génome aux fins de prévention sont autorisées et même saluées dès lors qu'elles ne touchent pas à la descendance. À l'inverse, on constate encore que lorsque la prévention conduit à l'élimination, comme c'est le cas en matière de DPI, elle est alors soumise à des conditions très strictes en raison du risque d'eugénisme qu'elle représente. Et enfin, dernier constat, lorsque la prévention risque de conduire à des modifications irréversibles de l'espèce humaine, eh bien, dans ce cas-là, la plus grande prudence est de mise et l'interdiction prévaut tant qu'il existe des incertitudes importantes. On est ainsi face à une sorte de gradation qui renseigne sur ce que pourrait être la réponse apportée par la société et par le droit aux autres formes de transhumanisme. Alors, en présence d'un intérêt collectif, sans rapport bénéfice-risque individuel défavorable, elles s'imposeront probablement. En présence d'un risque d'eugénisme, il y aura probablement encore des garde-fous. Et en présence d'un risque pour les générations futures, elles seront probablement interdites. Alors, au fond, on retrouve en matière de médecine de prévention l'application de l'idée exprimée dans différents textes internationaux qui sont sur l'écran, idée selon laquelle les progrès doivent être utilisés au bénéfice des générations présentes et futures, et chacun a le droit d'y avoir accès. Et finalement, bénéficier du progrès est une exigence qui l'emportera probablement toujours en matière de médecine de prévention en particulier et de médecine améliorative en général. Il est probable que rien n'arrêtera l'évolution, même s'il reste souhaitable que le principe de précaution continue à imposer de ralentir le mouvement pour éviter certaines erreurs. Et à cette condition,
l'homme protégé ne mettra pas l'humanité en danger et lui permettra au contraire de progresser. Je vous remercie.